On a tous déjà imaginé ce que ça ferait de changer complètement de trajectoire professionnelle, pas vrai? Passer d'un domaine où on maîtrise tout, où on est super apprécié, à un milieu où on devient soudainement la cible à abattre. Ouais, c'est un choc monumental. Surtout quand cette transition se fait dans un environnement hyper instable. Et c'est exactement le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. On s'attaque à une archive fascinante, une longue entrevue diffusée sur Radio-Télé Métropole. C'était pour leurs 56 ans d'existence. Le journaliste Wendell Théodore y interrogeait Clarence Renoy. Absolument. Clarence Renoy, c'est une figure incontournable, une ancienne star du journalisme en Haïti, qui a décidé de quitter son micro, le confort des studios, pour plonger dans l'arène politique et diriger le parti UNIR. Et ce qui est captivant dans cette analyse, c'est que l'entrevue va bien au-delà de son simple parcours personnel. Ça devient une véritable autopsie du système haïtien vu de l'intérieur. C'est ça. Il y décrit la réalité politique comme une véritable jungle, et il développe cette notion très forte de transition démocratique perpétuelle. Notre mission pour cette exploration, c'est de décortiquer tout ça, comprendre comment fonctionne cette corruption systémique selon lui, mais aussi, et c'est le plus surprenant, comment il arrive à garder une vision d'espoir presque spirituelle pour l'avenir de son pays. Pour comprendre cet espoir, il faut d'abord mesurer le choc de son arrivée en politique. Renoy explique que retourner à Métropole, pour cette interview, c'était comme un retour à la source pour lui. Il raconte qu'à un moment, être juste un observateur, profiter de son succès, ça lui suffisait plus. Il ressentait vraiment ce besoin d'agir. Mais c'est là qu'il a percuté ce qu'il appelle le piège de la notoriété, en fait. Oui, l'erreur fatale. Exactement. Cette illusion de croire que parce que les gens t'écoutent tous les matins à la radio, ils vont automatiquement voter pour toi aux élections. C'est un biais cognitif super courant. Le contrat entre un journaliste et son public, c'est une relation de confiance basée sur l'observation. Dès que tu passes dans le camp de ceux qui veulent le pouvoir, la dynamique change totalement. En préparant l'émission, je me disais que c'est un peu comme, imagine, un critique gastronomique que tout le monde adore. Ses lecteurs suivent ses avis à la lettre pour choisir leur resto. Très bonne comparaison. Et fort de ce succès, le gars se dit qu'il va ouvrir son propre restaurant. Il est persuadé que sa salle sera pleine tous les soirs grâce à ses lecteurs. Sauf que, une fois ouvert, non seulement le public hésite, mais surtout les autres chefs de la ville, ceux qu'il a critiqués pendant des années, sont soudainement ses concurrents. Et là, ils sont carrément prêts à mettre le feu à sa cuisine. C'est exactement ça. Et les règles ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est là que Renoy fait le constat amer de la perte de ses amis. En arrivant avec un discours axé sur la lutte contre la corruption, ses anciennes connaissances sont devenues des adversaires redoutables. C'est pour ça qu'il utilise le terme de jungle, d'ailleurs. Ouais, il cite même Machiavel dans l'entrevue. C'est assez glaçant, il dit un truc du genre « En politique, on ne tue pas un homme, on élimine un obstacle ». Ça montre bien que l'opposition en Haïti, selon lui, c'est pas un simple débat d'idées. C'est une question de survie, quoi. Et cette dissonance entre l'observateur et l'acteur politique nous amène à un concept clé qu'il reprend de l'ancien président Leslie Maniga, cette idée de sincériser la politique. Absolument. Maniga parlait de cette urgence d'être clair sur ses alliances. Parce que la norme que Renoy dénonce, c'est la duplicité. Attends, la duplicité, tu veux dire faire un truc en public et l'inverse en privé? C'est ça. Il explique que beaucoup d'acteurs politiques vont critiquer le gouvernement de manière virulente à la radio le matin, et l'après-midi, en coulisses, ils négocient des postes de ministre ou des directions générales. Sincériser la politique, c'est assumer. Si tu participes au gouvernement, tu le soutiens publiquement. Si tu es dans l'opposition, tu refuses ses privilèges. Et ce qui est fou, c'est que ce manque de sincérité individuelle, ça semble se refléter à l'échelle de toute la nation haïtienne depuis genre 40 ans. Ça nous fait une transition parfaite vers son analyse de l'effondrement de l'État. Ouais, c'est le point de bascule historique de l'interview. Les 7 et 8 février 1986. La chute du régime de Jean-Claude Duvalier. C'est une image tellement frappante qu'il décrit. Le 7 février, le pays est sous une dictature de fer, et le 8 au matin, pouf, on déclare la démocratie. Comme par magie, ouais. Sans aucune préparation. Et Renoy insiste énormément là-dessus. Il dit qu'il n'y a pas eu d'école de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas juste déposer un bulletin dans une urne, en fait. C'est tout un apprentissage. Exactement. C'est la tolérance, le fonctionnement de la justice, l'administration. Sans ces bases, le départ de Duvalier a juste laissé un vide. Et c'est ce vide qui a provoqué cette fameuse transition démocratique perpétuelle. Une transition qui dure depuis 40 ans.
Mais là où son propos devient hyper controversé, c'est quand il soutient que Duvalier aurait pu organiser une révolution économique et gérer une transition en douceur. Il cite les exemples de Pinochet au Chili ou des Philippines. C'est une perspective très particulière, oui. L'idée de Renoir, c'est que le régime avait l'autorité suffisante pour forcer des réformes institutionnelles s'il n'avait pas refusé de lâcher son titre de président à vie face aux Américains. J'avoue que sur ce point, j'ai eu beaucoup mal à le suivre. Est-ce qu'on peut vraiment faire une transition en douceur avec un régime dont le principe même repose sur l'élimination de la dissidence? Le risque, c'est pas plutôt que le dictateur utilise cette transition juste pour consolider son pouvoir sous un autre nom? C'est la grande critique qu'on peut faire à cette théorie, tout à fait. Mais ce que Renoir essaie de mettre en lumière, c'est surtout le chaos qui a suivi. Parce que cette transition n'a pas été gérée, le vide a créé ce qu'il appelle des petits dictateurs de remplacement à tous les niveaux de la société. Ah, je vois. L'effondrement de l'autorité centrale a fragmenté la dictature. Voilà. Et du coup, la transition elle-même est devenue une sorte de dictature renouvelée. Les gouvernements provisoires s'enchaînent, dirigent par décret, zappent les élections. La normalité devient la règle absolue. Et face à ce chaos permanent, c'est presque prévisible de voir la population réagir d'une certaine manière. Il souligne cette tendance actuelle en Haïti à vouloir le retour d'un homme fort. Ouais, un sauveur autoritaire. Quelqu'un qui va casser et briser pour ramener l'ordre dans les rues. Mais chercher un dictateur pour régler l'anarchie, c'est comme essayer de soigner une migraine avec un coup de marteau en fait. C'est une image assez radicale. Bah oui, parce que certes, le coup de marteau va arrêter la douleur immédiatement, mais ça détruit le patient au passage. L'état de droit, c'est pas un marteau, c'est le système immunitaire du pays. Il doit fonctionner tout seul. Et c'est exactement la conclusion de Renoir. Il affirme que la seule dictature acceptable, c'est celle de la loi. La dictature de la loi, ouais. Et ça passe par la séparation stricte des pouvoirs. Le rôle du président, c'est pas de faire la police avec une arme, mais de garantir l'indépendance des institutions. Il donne un exemple très précis avec l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Ah oui, cette partie m'a marqué. Il explique qu'un président ne devrait pas avoir le pouvoir de révoquer le directeur de l'ULCC juste parce que ce dernier commence à enquêter sur ses alliés politiques. C'est crucial. Parce que si le président peut faire ça, l'institution ne sert plus à rien. Renoir prend l'exemple des États-Unis où même le dirigeant suprême doit payer ses contraventions et se soumettre à la loi. C'est ça le vrai homme fort pour lui. Quelqu'un qui se soumet aux institutions. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment sombre, pourquoi ces institutions sont-elles si faibles en Haïti? Son diagnostic, c'est qu'elles sont sapées de l'intérieur, par une alliance entre la politique, la criminalité et l'extorsion. On entre dans la machinerie de l'ombre là. L'insécurité actuelle, les gangs qui contrôlent le pays, Renoir est catégorique. Ce n'est pas un accident. Ce sont les descendants des anciennes milices, c'est ça? Exactement, les tontons macoutes, les armées rouges. Ces groupes ont été créés et financés par les politiciens dans le passé pour terroriser l'opposition ou truquer les votes. Le problème, c'est que ces structures ont fini par s'émanciper de leurs créateurs. Aujourd'hui, c'est l'anarchie totale. Ce sont des cartels autonomes. Et cette criminalité, elle n'est pas que dans la rue, elle est en col blanc aussi. Renoir raconte cette anecdote hallucinante sur un ancien ministre israélien. Ah oui, l'investisseur. Voilà, le gars arrive en Haïti avec des projets de développement sérieux, prêts à investir. Et les officiels haïtiens lui auraient carrément demandé entre 15 et 25% de l'argent avant même de commencer les travaux. Résultat, le ministre fait ses valises et s'en va. C'est du racket à l'échelle de l'État. Et le pire, c'est la dimension sociale que Renoir y attache. On ne peut pas régler ce problème juste avec des forces militaires. Tant qu'il y a une misère noire dans les bidonvilles, sans aucune opportunité de travail, les gangs auront toujours un vivier inépuisable pour recruter. Mais ce qui me frappe, c'est le cynisme absolu de cette dynamique. Si on suit le raisonnement de Renoir, les dirigeants créent eux-mêmes cette misère par leur corruption. En bloquant les investisseurs étrangers avec des pots de vin, ils empêchent la création d'emplois. C'est implacable. C'est un cycle infernal. C'est d'une lucidité glaçante. Et ça explique parfaitement pourquoi Renoir a refusé des postes haut placés, notamment quand on lui a proposé d'être Premier ministre juste après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il refusait d'intégrer un système qui est littéralement conçu pour échouer. Exactement. Il refuse d'être la caution morale d'une machine cassée. Alors, après un tableau aussi noir, on s'attend logiquement à ce que le gars soit complètement désespéré. Mais c'est là que l'entrevue prend une tournure inattendue. Renoir livre un message d'optimisme, presque biblique en fait. Mais il a cette anecdote très touchante des années 90 avec Toto Bicinte, une grande militante et artiste haïtienne. Il l'a vu avec les larmes aux yeux dire « Haïti, c'est fini ».
Ça montre à quel point le désespoir ronge même les plus grands patriotes. Mais lui, il refuse cette fatalité. Il utilise la métaphore de la traversée du désert. Il voit la période entre la chute de la dictature en 1986 et 2026, donc une période de 40 ans, comme un passage obligatoire. Et il sent qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont il justifie ce nouveau cycle. Il s'appuie sur un élément géopolitique très actuel, les sanctions internationales. Ouais, c'est super contre-intuitif. En général, quand la communauté internationale déclare les dirigeants d'un pays comme terroristes et gèle leurs avoirs, c'est le signe que le pays a touché le fond. C'est la perception classique, mais Renoir voit ça comme une opportunité historique. Son analyse, c'est que pendant des décennies, les élites corrompues volaient l'argent en Haïti pour aller l'investir à Miami ou au Canada. Ils avaient toujours un plan B. Leurs enfants étudiaient ailleurs, ils se faisaient soigner ailleurs. Et avec les sanctions, ce plan B n'existe plus. La porte est fermée. Voilà. Ils ne peuvent plus voyager, leurs comptes à l'étranger sont bloqués, ils sont coincés en Haïti. Et selon Renoir, par pur instinct de survie ou d'égoïsme, s'ils veulent des bons hôpitaux, de bonnes écoles ou des endroits sécurisés, ils vont être obligés d'investir leur argent et de construire ces espaces de rêve chez eux, sur le territoire national. C'est fou de voir ça comme la première étape d'une reconstruction forcée de l'intérieur. Mais ça rejoint sa philosophie globale, qui demande une véritable abnégation. L'idée de, et je cite, « retirer le moi, mettre Haïti devant ». C'est la synthèse de sa pensée. Le salut du pays ne viendra pas d'une intervention armée étrangère, ni d'un dictateur miracle. Il doit venir d'une prise de conscience du secteur politique, mais aussi éducatif, économique et religieux. Tout le monde doit changer de logiciel. Au final, ce voyage à travers l'entrevue de Clarence Renoir est extrêmement dense. On est parti du confort des studios de radio pour plonger dans les trahisons de l'arène politique. On a vu comment l'illusion de la démocratie de 1986 a mené au chaos actuel, avec cette alliance toxique entre la corruption économique et les gangs. Pour finalement arriver à cette foi inébranlable en la fin d'un cycle destructeur. C'est une trajectoire intellectuelle très forte. Et ça nous laisse avec une réflexion majeure pour clôturer notre émission. Renoir souligne qu'une nation a besoin d'une école de la démocratie pour mûrir politiquement. Absolument. Mais la question qui reste en suspens, c'est comment une société peut-elle bâtir cette fameuse école quand les briques elles-mêmes, c'est-à-dire les institutions, la justice, la sécurité, ces briques sont constamment volées par ceux-là même qui sont censés diriger les travaux. C'est une sacrée impasse sur laquelle méditer, je trouve. C'est le grand paradoxe haïtien d'aujourd'hui, clairement. Une contradiction qui ne se résoudra pas en un jour, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette analyse complexe avec nous. À très vite pour une prochaine exploration.